À l'époque des nazis, il y avait des projets très fous, dont la gigantesque ville mondiale Germania, un mur qui protégerait toute la côte atlantique, et même la création de super-soldats génétiquement modifiés. Cependant, un projet éclipse tous ces projets, le plan Atlantropa. Cette idée extraordinaire, développée par l'architecte allemand Hermann Sörgel dans les années 1920, prévoyait la construction d'une digue géante dans le détroit de Gibraltar. Le niveau de la Méditerranée devait ainsi être abaissé petit à petit, pour finalement l'assécher complètement et gagner de nouvelles terres. Mais sous le règne d'Adolf Hitler, ce plan a pris une nouvelle dimension menaçante. L'Atlantropa n'était pas seulement une opportunité d'expansion territoriale, mais aussi une arme stratégique pour prendre le contrôle de toute la Méditerranée et fusionner l'Europe et l'Afrique en un supercontinent. On en est déjà venu à planifier un axe Berlin-Rome-Cap. Qu'en est-il donc de ce plan incroyable? À quoi aurait ressemblé sa mise en œuvre en détail? Pourquoi Hitler a-t-il finalement rejeté le plan et un tel barrage serait-il réellement possible dans la réalité? Nous nous penchons sur toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Amuse-toi bien. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce plan fou a été écrit par l'architecte munichois Hermann Sörgel. L'idée lui est venue lorsqu'il a lu en 1927, dans un livre de géographie, que la Méditerranée était une mer d'évaporation. Cela signifie que l'eau de l'Atlantique et de la mer Noire s'écoule constamment dans la Méditerranée, car il s'y évapore plus d'eau que ses affluents ne compensent. C'est ainsi qu'il eut une idée extraordinaire. Si le détroit de Gibraltar se fermait, l'eau des affluents ne suffirait pas à compenser l'évaporation. Cela entraînerait une baisse rapide du niveau de la mer et, selon ses autres calculs, la Méditerranée devrait finalement s'assécher complètement. L'homme n'a plus qu'à achever l'œuvre dans le sens de la nature, explique-t-il à ce sujet dans son livre sur l'œuvre. Son premier livre, Méditerranée, irrigation du Sahara, projet Panropa, est paru en 1929. 3 ans plus tard, il a approfondi sa thèse dans un autre livre, dans lequel il a introduit le titre Atlantropa. Il y parle de la construction de plusieurs barrages à des points importants de la Méditerranée. D'abord sur le détroit de Gibraltar et les Dardanelles, puis entre la Sicile et la Tunisie. La mer devait ainsi être divisée en 2 bassins, la partie occidentale s'abaissant d'environ 1 mètre par an et la partie orientale de 2 mètres. En l'espace d'un siècle, le niveau de la mer baisserait ainsi de 100 ou 200 mètres et créerait environ 660 000 km² de terres agricoles. Cette surface, plus grande que la France, pourrait être cultivée pour nourrir la population croissante de l'Europe. De plus, un pont terrestre massif serait créé à l'avenir au milieu de l'ancienne Méditerranée. De plus au sud, au cœur de l'Afrique, d'énormes barrages sur le Congo, des lacs artificiels et l'agrandissement du lac Tchad devaient être mis en œuvre. Le climat africain devrait ainsi devenir plus doux et le Sahara pourrait être irrigué selon ces plans. Même Albert Einstein s'est intéressé au plan de Hermann Sörgel et tous deux ont entretenu une longue correspondance. Et l'ingénieur civil suisse Bruno Sighwart faisait partie des principaux compagnons de route de l'architecte munichois. Dans les années 1920, il a également accompagné les premiers sondages sur le détroit de Gibraltar. En effet, Sörgel commença immédiatement à se rendre dans le détroit de Gibraltar pour poursuivre les planifications. En effet, le détroit de Gibraltar a déjà été fermé naturellement il y a quelques millions d'années, ce qui a entraîné une forte baisse du niveau de l'eau dans la région méditerranéenne actuelle. Et c'est ce qui devrait se reproduire maintenant avec la main artificielle de l'homme. Sörgel a donc établi des plans précis pour son barrage Atlantropa. En fait, il n'a pas choisi l'endroit le plus étroit, mais le plus plat, à environ 20 km à l'ouest. Selon ses notes, les fondations à elles seules devaient mesurer 2,5 km de large et jusqu'à 300 mètres de haut. La durée de la construction était estimée à 10 ans.
4 équipes de 200 000 ouvriers devaient être employées chacune. Les problèmes logistiques liés à l'approvisionnement en matériaux de construction et au transport des ouvriers n'ont pas été résolus. Mais ce qui était sûr, c'est qu'Atlantropa devait résoudre les problèmes brûlants des années 920 et 930. La pénurie de terre, les tensions politiques et sociales, jusqu'à la menace d'une nouvelle guerre, le chômage et la pauvreté. Par-dessus le marché, le barrage de Gibraltar devait produire 50 000 mégawatts d'électricité par an. Outre la conquête de terre, cela aurait permis d'accroître l'indépendance de l'approvisionnement énergétique européen et de réduire la consommation d'énergie fossile pour la production d'énergie électrique. En outre, l'intégration économique et le développement industriel de l'Afrique du Nord auraient été possibles. Une ligne de chemin de fer reliant Berlin au Cap devait être le symbole du nouveau continent unifié. Et comme l'abaissement de la Méditerranée aurait entraîné toutes les villes portuaires de Barcelone à Venise et au Caire loin dans l'arrière-pays, des architectes de renom ont conçu des villes nouvelles futuristes. Mais bien sûr, le projet aurait aussi eu de nombreux inconvénients. D'abord, il y a les problèmes géologiques. En plus des risques liés à la tectonique des plaques, le barrage aurait été exposé à un risque accru de tsunami. Si le barrage n'avait pas tenu, le projet du siècle aurait échoué. De plus, même de petites interventions à la surface de la Terre peuvent avoir des proportions gigantesques. Il y aurait par exemple d'énormes changements de pression sur les zones volcaniques et sismiques actives, en Italie, en Grèce ou en Turquie. De plus, les précipitations en Afrique du Nord auraient encore diminué et le Sahara aurait pu s'étendre davantage. Et en redistribuant l'eau de la Méditerranée vers les océans du monde, le niveau de la mer augmenterait d'environ 1 mètre à l'échelle mondiale. Et cela pourrait éventuellement affecter le Gulf Stream, si important pour l'Europe. L'influence générale sur le climat méditerranéen n'aurait pas non plus été claire. Mais même en dehors de cela, les conséquences seraient dramatiques. Pratiquement tous les ports existants en Méditerranée se seraient asséchés et auraient dû être reconstruits. Et les frontières de tous les pays riverains de la Méditerranée auraient été déplacées, ce qui aurait entraîné de nombreux autres conflits potentiels. Et nous ne parlons même pas des conséquences écologiques et de la destruction de l'habitat de milliers d'espèces. En théorie, une telle construction aurait donc été possible, mais les risques auraient tout éclipsé. Mais au fil du temps, les motivations d'Atlantropa ont également changé. À l'origine, Seargel a développé les plans dans le contexte d'une grande utopie post-nationale et pacifiste. Mais à partir des années 30, il a rapidement adapté les plans et ses propres convictions politiques au nazisme. Ainsi, quelques années plus tard, on n'entendait plus guère parler d'un espace culturel commun entre l'Europe et l'Afrique. Au contraire, il écrivait en 1932 « Par l'incorporation de l'Afrique dans le cercle culturel occidental, une domination de la race noire est encore possible aujourd'hui. Et, en renforçant l'Europe en tant qu'Atlantide, il est encore possible de prévenir l'ensablement et la bolchevisation de l'Est. » Le plan a ensuite fait des vagues dans toute l'Europe. Entre 1929 et 1933, les journaux germanophones ont consacré 450 articles au méga-projet. Il y avait donc de nombreux partisans dans l'entourage d'Hitler, qui plaçaient de grands espoirs dans un tel projet pour atteindre les objectifs de guerre ultérieurs. En 1938, Seargel s'est également adressé au dictateur italien Mussolini et a fait la promotion de l'Allemagne et de l'Italie en tant que futur maître de l'Europe et de l'Afrique. Mais ce dernier n'était pas du tout enthousiaste à l'idée d'assécher les principaux ports italiens et craignait une perte de pouvoir. À Berlin aussi, le vent tournait. Là-bas, on commença très tôt à se focaliser sur l'idéologie de l'espace vital à l'Est. Et pour le régime nazi, l'Atlantide semblait toujours trop pacifiste. Ce n'est qu'après la conquête et la colonisation des deux continents que l'on voulait revenir sur les plans. Car en soi, Hitler a toujours été un partisan des projets de construction gigantesques. Mais avec la défaite de la guerre,
Les plans ont finalement été rapidement oubliés. Mais pas tout à fait. Alors que de nombreux proches de Sergel se sont détournés de lui au fil du temps, il a continué à être le plus grand partisan du projet. À la manière d'un Elon Musk d'aujourd'hui, il a fait la promotion de son œuvre auprès des différents régimes d'après-guerre, à l'aide d'une propagande multimédia coûteuse. En 1952, il est finalement mort dans un accident de vélo à Munich, et avec lui, le projet Atlantropa a été enterré.